nous suivez en direct sur Facebook Live. Vous tous, en vos rangs, grades et qualités, bonsoir. Soyez la bienvenue à cette 44e édition des Vendredis du CERAP. Le Vendredi du CERAP est un espace de débat public où l'on apprend à débattre sans se battre. Ce soir, le thème consacré est drogue et ses dérivés, menaces pour les jeunes. Point d'interrogation. Pour débattre de ce sujet, pour nous aider à entrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à notre modératrice de ce soir pour qu'elle puisse nous introduire au sujet et nous présenter les différentes panélistes. Notre présentatrice, modératrice de ce soir, vous la connaissez tous. Son nom d'artiste, c'est Nash. Elle est artiste, chanteuse, ambassadrice nationale de l'UNICEF pour les enfants, présidente de l'ONG Sciençon et de l'association DZN Prod. Il lui revient l'honneur de modérer ce soir cette rencontre et de nous introduire dans le vif du sujet. Sans plus tarder, Nash, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur du CERAP, Père Séraphin, chers panélistes, chers invités, nous sommes en de vous accueillir à la 44e édition de Vendredi du CERAP en abrégé VDC. Pour ceux qui sont là pour la première fois, comme Père Séraphin l'a dit, le VDC, ce sont des moments d'échange, de réflexion, de partage, de débat, d'information et de dialogue qui se font dans une ambiance très conviviale, dans le respect et la courtoisie. On va dire, on ne peut pas mettre quand il baille, on le laisse comment. C'est-à-dire, si on commence en bonbon, c'est un espace où chacun vient déjà sa science, son mindset, pour gérer son mouvement. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui savent pas, je suis l'artiste Nash, comme il a dit, je me suis Manouchi, mais aujourd'hui, vous allez voir un Nash qui modère un panel. Je sais que vous êtes surpris de me voir parler en français, mais on va essayer de gérer. C'est une tâche qu'on m'a confiée de modérer ce panel. J'ai l'habitude d'organiser et d'appeler un modérateur, mais là, on demande que je modère. Donc, soyez un peu intelligent quant aux erreurs, voilà, différents couacs. Je vais essayer de me prêter au jeu. On va passer tout à l'heure à la présentation de chaque panéliste. Et ensuite, on va permettre à chacun d'intervenir pendant 15 minutes et sur la thématique qui est drogue et ses dérivés, menaces pour les jeunes. Pour le premier panéliste, il va intervenir sur le sous-thème par les jeunes et drogue. On va dire le panéliste, j'ai inversé le rôle. M. Bakary Ouattara qui va aborder le sous-thème par les jeunes et drogue. Partant de ses recherches, cette première intervention va viser à nous situer théoriquement sur la question de l'usage des drogues, notamment concernant les circuits d'approvisionnement, la tranche d'âge de la plus affectée. Pour ne citer que cela, la deuxième intervention, M. Tchouj Daniel, il va parler de son expérience de travail avec les personnes consommatrices de ces substances pour nous partager les défis, mais aussi la possibilité de sortir de l'engrenage de l'addiction des drogues. Ce sera sous le thème aussi le dur combat contre la drogue. C'est l'intervention de M. Daniel Tchouj. Et enfin, la dernière intervention sera un témoignage de quelqu'un qui a pu sortir de l'emprise de ces substances et qui s'est remis sur ses pieds pour aider les autres à oser envisager la vie après la toxicomanie. Donc, son thème est l'expérience personnelle sur les dangers de la drogue. Voici, ainsi, voilà, c'est toujours dans ce cadre qu'on est ici pour parler de ce thème, la drogue qui est un fléau qui menace la survie de la population, qui est un fléau qui menace l'évolution de notre jeunesse, parce que nous, en tant qu'artistes, on fait face à ce genre de choses, on fait face à ces dérivés, on fait face à ces situations, et je ne veux pas m'ériger en celle qui va donner plus d'informations là-dessus. Nous avons les experts qui vont s'en charger. Voici donc planter un peu le décor, le déroulé. Ils vont intervenir après l'intervention. On va
demander au public de poser des questions. On va faire une série de 5 questions. Après les questions, il y aura le mot de remerciement du DGE de Père Séraphin. Et ensuite, il y aura un cocktail à la fin de l'activité. Voici ainsi présenter le programme de ce projet, de cette activité. Sans plus tarder, applaudissez-moi quand même. C'est facile. Merci là. En tout cas, détendez-vous. Applaudissez, vous détendez-vous, s'il vous plaît. Ne soyez pas surpris. Alors, ça va très bien se passer. Je vais commencer par le premier panéliste qui va intervenir tout à l'heure. C'est monsieur. Il est de nationalité ivoirienne, marié et père de 2 enfants. Il est président fondateur de l'ONG Stop Addiction. Permettez-moi de me déplacer pour que je puisse mieux faire mon travail. Notre premier panéliste est de nationalité ivoirienne, marié et père de 2 enfants. Il est président fondateur de l'ONG Stop Addiction, assistant social et éducateur spécialisé et psychologue. Titulaire d'un bac 2 au lycée moderne de Kourougou, c'est notre esclave, quoi. Il a un cursus scolaire et universitaire. Il est donc diplômé de l'École nationale supérieure d'Abidjan, de l'INFS, Institut national de formation sociale, et enfin de l'Université de Koukoudji. On peut aisément dire qu'il est prêt et puis il est là. Mais voilà notre papier, non, il connaît même. Avec un CV chargé et une expérience professionnelle riche en formation, séminaires, activités professionnelles, sa présence ici en tant que panéliste se justifie. Surtout quand on sait qu'il a travaillé et travaille toujours dans de grandes institutions comme la Croix-Bleue, le Crew de Braquet et auprès des ONG et des toxicomanes. Le thème lié familier. Nous aurons donc au cours de ce programme l'occasion d'en savoir un peu plus. Mesdames et messieurs, veuillez recevoir M. Thio Daniel, qui est notre premier panéliste. Il va tout de suite intervenir, il va faire son intervention en 15 minutes. Monsieur Thio, vous avez la parole. Merci, cher Lange. Merci, chers panélistes et chers publics et tous ceux qui nous suivent aussi en ligne. Nous avons effectivement la lourde responsabilité de parler, pas du thème, mais de parler en 15 minutes. C'est le défi d'être succinct, de dire ce que nous avons dit en juste 15 minutes. Voilà, d'accord, ok. Donc, j'ai été présenté, je m'occupe des questions effectivement de drogue, particulièrement de prévention et d'accompagnement des personnes usagères de drogue. Ça nous conduit pour la prévention dans les écoles, à l'intérieur du pays, dans les médias, avec les entreprises aussi, et dans les lieux de culte, les églises, les mosquées, et pour l'animation de programmes au profit des adultes, avec notre ONG Stop Addiction. Et je suis le responsable du service social et projet et prévention de la Croix-Bleue, où j'officie. Alors, je peux vous présenter la Croix-Bleue. C'est une institution internationale qui est présente sur tous les continents, fondée par un homme, un religieux, et ayant un siège en Côte d'Ivoire, qui est aussi un centre de prise en charge, un centre de traitement, un centre de récupération. Le domaine de la Croix-Bleue, c'est les addictions. C'est tout ce qui est dépendance, addiction, qu'il s'agisse de drogue ou de comportements qui peuvent provoquer une dépendance, notamment avec le piratage du cerveau. Je vais vous dire des choses assez rapidement. Les drogues ne portent pas toujours leur nom, c'est-à-dire que ceux qui présentent les drogues à nos enfants, à nos petits frères, ne leur disent pas la vérité, soit de bonne guerre ou bien qu'ils l'ignorent. Les drogues ne tiennent pas toujours leurs promesses de vous faire planer tout le temps. Au départ, oui, mais ça ne dure pas indéfiniment. Dans le corps, c'est un produit qui est rancunier, il peut se réveiller 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, 200 ans plus tard, il peut se réveiller pour vous persécuter. Et c'est un produit jaloux qui va commencer par grignoter différents aspects de votre personne
prendre votre argent, ensuite votre santé physique, votre santé mentale, vos relations, votre travail, votre spiritualité, votre être, et vous confinez dans un univers où vous n'avez pas besoin des autres et où les autres aussi n'ont pas nécessairement besoin de vous. On devient addict en passant par plusieurs étapes que je ne vais pas décrire. La première étant l'expérimentation et la dernière, le stade de maladie, d'addiction, de malade, où l'individu n'a pas toujours conscience des actes qu'il pose. Donc, le piège des drogues particulièrement dont nous parlons, c'est le plaisir. En matière de drogue, au commencement, était le plaisir. Alors, donc, la toxicomanie, on est en train de changer de nom, je l'appelle comme ça pour les besoins de la communication, c'est une maladie du cerveau, c'est une maladie environnementale, c'est une maladie de la relation à soi et aux autres, c'est une maladie apprise. On apprend à être malade des drogues, c'est une maladie apprise, j'insiste là-dessus, une maladie de la vie intérieure, et je peux vous demander ce que vous en pensez. On a en général 3 types de drogues. On a d'abord les tranquillisants, qu'on appelle les dépresseurs, qui ralentissent l'activité du sujet. On a les accélérateurs, qui accélèrent anormalement, c'est toujours le cas de le préciser, l'activité du sujet. Et on a les perturbateurs, les hallucinogènes, qui mélangent l'individu. On peut classer en général tous les produits qu'on rencontre dans l'une ou l'autre de ces catégories. Donc, on pourrait parler du tabac, que nous considérons comme une drogue. On pourrait parler de la suça, qui fait un effet de mode depuis quelques années en Côte d'Ivoire. On pourrait vous parler du cannabis, le nom c'est chanvre en français, cannabis c'est un nom scientifique. Sinon, dans le jargon, moi je pourrais peut-être vous aider, il y a des dizaines de noms, Cali, Ban, etc., etc. Voilà, c'est ça, voilà, ça y est. Voilà, merci. On pourrait parler de poudre, qu'il s'agisse d'héroïne, de cocaïne, le yopao, puis de l'abus de caféine, de l'alcool, etc., etc., etc. Donc, c'est des substances qui circulent dans nos sociétés, qui sont à la portée de tout le monde, et particulièrement des jeunes, y compris les médicaments qui sont détournés. Il y a un mésusage de médicaments qui avance et qui crée de nouvelles substances psychoactives. Vous entendez parler tous de l'île, voilà, qui sont fabriqués avec des produits qui sont chez vous, dans votre boîte à pharmacie, avec un peu de produits de bricole. Les jeunes arrivent à se trouver de la drogue avec les produits que vous avez chez vous, à la maison. Voilà un patient qui a pris du Kadhafi, qui est sur le point d'être étouffé par sa langue s'il n'est pas aidé par le voisin qui attrape sa langue. Ainsi de suite. Alors, pourquoi les jeunes devraient faire attention aux drogues? Parce que les drogues ont un retentissement physiologique. Si vous prenez des drogues, elles vont toucher aux organes qu'il y a dans votre corps. Les drogues vont toucher à votre manière de penser, à votre psychologie, à votre perception de la réalité, à la manière dont vous vous percevez vous-même. Elles vont avoir un retentissement familial et social, toucher à la famille, faire souffrir la famille, provoquer des désordres dans la société, dans vos relations, provoquer avoir des aspects sécuritaires. La drogue, c'est aussi une question de sécurité. Je travaille, je ne l'ai pas dit, pour la récupération de nos enfants qu'on appelle les microbes depuis 7 ou 8 ans. Il y a des aspects sécuritaires, il y a des aspects professionnels. Les deux ne vont pas ensemble. Vous ne pouvez pas prendre des drogues et travailler correctement dans le moyen et long terme. À un moment, il faudra choisir. Ensuite, il y a un aspect spirituel qui est lié à l'usage des drogues. Et au vu de tous ces domaines de la personne qui sont touchés, on ne va pas vous poser des questions, on aura le temps de revenir là-dessus. On peut dire qu'il y a un problème et que les jeunes devraient faire attention aux drogues parce qu'ils sont vulnérables. Du point de vue de la biologie, alors, j'ai juste en face de moi Mme Kwame, qui est là, Mme Kwame, bienvenue. Elle pourra vous expliquer que le cerveau, lorsqu'on est, le cerveau
atteint sa pleine maturité vers l'âge de 20-25 ans, et que les différentes parties du cerveau n'atteignent pas tous toute leur maturation au même âge. Et qu'il y a une partie dans le cerveau, le lobe frontal, la partie qui est juste en dessous du front, qui est responsable de l'analyse des risques, de l'examen, c'est la dernière partie à atteindre sa maturation vers 25 ans. Donc, ça veut dire que nos enfants, nos jeunes sont vulnérables d'un point de vue biologique. Il y a aussi leur psychologie qui ne leur permet pas toujours d'envisager les risques, les dangers comme l'adulte d'une façon pleine. Il y a l'expérience dont nous disposons et qu'ils n'ont pas toujours, et il y a une vulnérabilité sociale et économique qui fait que nos jeunes doivent absolument être protégés des affres, des risques de l'usage de toutes ces substances qu'on ne pourrait pas citer en quelques minutes. Il faut que les jeunes se fixent des objectifs de vie. Qu'est-ce que je veux devenir? Et là encore, il y a un problème. Certains vous diront, moi je veux devenir comme le babatier. Le babatier, c'est le responsable des fumoirs, c'est c'est le dealer, etc. Il faut qu'il y ait des objectifs de vie qui leur permettent de se prendre en charge eux-mêmes et d'avoir une société sûre. Il faut que nous revoyions ensemble nos valeurs. Qu'est-ce qui vaut pour nous dans notre société? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour la pérennisation de notre société, de nos enfants? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que nous voulons faire? Et il y a ce projet de réhumaniser la société, le matériel, le chap-chap, aller rapidement, atteindre rapidement ces objectifs, y compris par des méthodes détournées, sont en train de prendre la place dans la tête, dans l'esprit et dans l'expérience de nos jeunes. Et c'est quelque chose que nous devons revoir ensemble, qu'il s'agisse des décideurs, qu'il s'agisse des jeunes eux-mêmes, qu'il s'agisse des parents, des éducateurs, des hommes de loi, de toutes les institutions de la République qui ont à charge la jeunesse et particulièrement les questions de drogue. Donc, nous sommes tous menacés et la menace commence par la jeunesse. On est tous menacés. Si vous avez votre enfant de 17 ans qui prend de la drogue, vous ne pouvez pas travailler correctement. On ne peut pas aller correctement au marché. Vous-même, quand vous êtes au bureau, vous n'êtes pas à l'aise. Donc, c'est au niveau de la jeunesse qu'on voit les facteurs précipitants, les facteurs perpétuels, mais aussi la prise en charge doit, je dois dire, les impliquer. Il faut s'appuyer aussi sur leur connaissance, sur ce qu'ils veulent pour pouvoir les prendre en charge. Merci de votre attention. J'espère n'avoir pas débordé le temps et on va se revoir tout à l'heure au moment des échanges. Merci à vous. Merci, M. Thio. Pour votre intervention, vous avez encore quelques minutes. Merci de nous en faire don. Voilà. Voilà, merci M. Thio qui nous a montré un peu le type de drogue, qui a intervenu, qui a donné des solutions, qui a sensibilisé un peu tout le monde, que chacun joue son rôle. Et à la suite de M. Thio, nous allons aller directement à notre deuxième panéliste, qui est M. Bakary Ouattara, de nationalité ivoirienne. Il est docteur en criminologie, option sociologie criminelle. Il a un master en psychologie, option voilà, ça je fais. Psychopathologie de la vie sociale et des organisations. Et depuis janvier 2016 jusqu'à aujourd'hui, il est enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Titulaire d'un bac A2, d'une licence, d'un master, d'un DEA et d'un doctorat en criminologie. M. Bakary a un bagage humoristique totalement B. Juste pour dire un background impressionnant, M. Bakary a aussi participé à de nombreux projets cellulaires de formation, dont un en particulier a captivé mon attention, celui portant sur le soutien à la récupération des usagers de drogue, et qui se rapproche bien de notre thème du jour. Autre chose à savoir sur notre deuxième panéliste, c'est qu'il parle bien sa langue maternelle, le Sénoufou. Parler Sénoufou, c'est pas facile. Il maîtrise le djoula, français, il coordonne son écrit, son parler, son comment il tape dedans. En tout cas, anglais, il gère.
Famille, je vous présente M. Ouattara, M. Bakaouda Ouattara, qui va lui aussi exposer sur le thème. Et lui, son intervention va traiter sur le sous-thème Parlons zone et drogue. M. Bakaouda Ouattara, vous avez la parole. Ok, merci Nash. Bon, c'est une petite guerre, hein, donc merci au CERAP qui nous a invités ici. Merci à tous les panélistes. Merci à tous les invités. Et je voudrais dire particulièrement merci à ma maman, Mme Kwame, avec qui nous travaillons sur la thématique. Merci à Dr. Tian, qui travaille aussi sur la thématique. Pour revenir à notre thème, je ne sais pas si la projection est prête. Il faut dire que la question de la drogue prend de plus en plus de l'ampleur. Et ceux qui sont plus concernés aujourd'hui, c'est les jeunes. Et vous allez voir, il y a certaines statistiques qui sont quand même alarmantes. Il faut dire que selon les statistiques de l'ONU-DC, plus de 153 millions de personnes ont déjà touché à la drogue. C'est déjà inquiétant. Et concernant les mêmes statistiques, allons-y. Ok, oui, là. Selon, j'ai pris les statistiques du CILAD pour seulement 2023, parce que les statistiques de 2024 ne sont pas encore disponibles. En termes de saisie, il y a déjà, en 2023, 13 tonnes de cannabis ont été saisies. Si 13 tonnes ont été saisies, et ce qui n'a pas été saisi. Et pour la cocaïne, 37 kg. Quand on parle de cocaïne, quand on parle de 37 kg, c'est beaucoup. Pour l'héroïne, 4 kg. Et pour les produits pharmaceutiques, 260 kg de produits pharmaceutiques détournés à des fins toxicomaniaques. Et parmi les personnes qui ont été arrêtées, il y a 58 mineurs. Ça interpelle déjà. Et selon l'ONU-DC, 51,7% des élèves sont impliqués dans la consommation de drogue. Et selon l'étude de YAPI, qui est à la Croix-Bleue, que M. Thio connaît, que j'ai encadré en master, la Croix-Bleue reçoit en moyenne 10 patients par jour. Et parmi ces 10 patients, il y a au moins 6 à 7 qui sont des élèves. Et 60 à 70% sur les 4000 consultations en moyenne qui sont effectuées dans l'année, 60 à 70% sont des jeunes. Donc cela nous interpelle. Ça veut dire que la drogue est disponible et la drogue est accessible en Côte d'Ivoire. Disponible parce qu'il y en a partout, accessible parce que c'est moins cher. Ok, allons-y. Avant de continuer, j'ai voulu qu'on s'attarde sur certaines définitions. Addiction, on entend toujours parler d'addiction, mais il faut dire qu'il y a les addictions comportementales et les addictions aux substances. Les addictions comportementales, c'est un comportement qu'on n'arrive pas à contrôler malgré les conséquences que ce comportement peut avoir sur nous. Donc, on peut faire une addiction au téléphone, une addiction aux jeux vidéo. Bon, achat compulsif, il faut avoir l'argent pour le faire, mais il faut dire qu'il y a des addictions comportementales et des addictions aux substances. Et le mot drogue, vous voyez même en anglais, médicament, on appelle ça drogue. C'est ça, hein? Voilà. Donc, le mot drogue est
très vaste. C'est toute substance qui, une fois introduite dans l'organisme, modifie notre comportement ou modifie le système nerveux central. Vous voyez? Donc il y a une large gamme de produits qui rentrent dans le mot drogue. À partir du moment... Ok. D'accord. À partir du moment où vous prenez un produit, même si c'est un produit pharmaceutique, sans prescription médicale, vous êtes en train de vous droguer. Parce que dans ces produits-là, il y a la drogue. Ensuite, on parle de la toxicomanie. Quoique M. Thio l'a déjà défini. La toxicomanie, c'est une maladie chronique du cerveau qui se caractérise par une quête permanente du produit, en dépit des conséquences que ce produit peut avoir sur nous. Donc, ça veut dire que la toxicomanie, c'est un processus. Comme il a dit, il y a une consommation récréative, après une consommation circonstancielle, une consommation régulière, et on arrive à une consommation compulsive qu'on appelle la toxicomanie. Donc, le simple usage n'est pas la toxicomanie. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est notre première fois de consommer que ce n'est pas nocif. Parce que sachez que l'effet d'une drogue dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de l'âge, ça dépend du sexe, ça dépend du poids, ça dépend de la quantité de drogue, ça dépend de la qualité de drogue. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments qui interviennent dans l'effet de la drogue. Donc, je peux consommer une substance pour la première fois et en mourir. Donc, c'est très important de le savoir. Attention. Hein. Bon. Ça va? Ok. Bon, là, on va aller rapidement parce que M. Thio l'a déjà relevé. C'est la classification des drogues. Généralement, j'allais voir 3 classifications ou 4. Mais il y a 2 qui sont toujours regroupées. Il y a les stimulants, les dépresseurs et les perturbateurs. Et vous allez voir les différentes substances qui sont à l'intérieur. Mais vous avez vu, j'ai mis alcool en rouge. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas parce qu'une substance est licite qu'elle est moins nocive. En Côte d'Ivoire, l'alcool, c'est une substance légale, tolérée. Mais ce n'est pas parce que cette substance est autorisée qu'elle est moins nocive. Parce que l'alcool même est une substance dose-dépendante. Parce que, en fonction de la dose, l'alcool devient un stimulant, un dépresseur ou un perturbateur. Souvent, on le dit, l'alcool, quand on consomme, il y a 4 étapes. C'est-à-dire, il y a l'étape du mouton. C'est-à-dire, on consomme, on sourit seul, on est dans son coin. À un moment donné, on est dans l'étape du singe. On commence à être taquin, on bouge beaucoup. Et puis, il y a l'étape du lion, où on devient agressif. Et puis, la dernière étape, c'est l'étape du cochon, où on vous ramasse dans un caniveau. Vous voyez donc, l'alcool est dose dépendant. Et ensuite, j'ai mis la substance Kadhafi, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes ont dépassé tout ça. Ils sont à un autre niveau. C'est le cocktail de drogue. Le cocktail de drogue. C'est-à-dire que vous trouvez dans une même drogue tous ces éléments-là. Et vous voyez que les stimulants, ça réveille. Les dépresseurs, ça fait dormir. Les perturbateurs, ça perturbe. Et tout ça dans un même cocktail. Vous voyez un peu ce que ça peut faire. Donc, c'est pourquoi maintenant on parle de nouveaux produits de synthèse.
Parce que nos jeunes sont devenus de véritables chimistes. Ils fabriquent des produits. Vous pouvez retrouver des comprimés effervescents dans du café noir. Vous pouvez retrouver des serviettes intimes qu'on fait bouillir pour boire le jus. Donc, c'est des véritables chimistes. Et comme M. Thieu l'a dit, tous les antitussifs sont utilisés. Vous avez quelqu'un chez vous qui simule toujours de la toux, alors qu'il prend ça pour se droguer. Donc, il faut faire très attention. J'ai mis les facteurs de risque ou de vulnérabilité. Il y en a beaucoup. Mais ce qu'il faut retenir, il y a 3 principaux. Il y a les facteurs génétiques. Il y a des études qui ont montré que si vous êtes consommateur de substances, il y a de forts risques que votre enfant devienne aussi usager. Et il y a les traits de personnalité qui prédisposent à la consommation, et puis il y a les facteurs environnementaux. Donc tous ces facteurs combinés peuvent conduire à la consommation de substances. Mais cela va dépendre, comme je l'ai dit, de l'environnement et de la personnalité de l'individu. Parce que tous les individus mis dans les mêmes conditions ne vont pas devenir usagers de drogue. Mais il y a des facteurs déclencheurs. OK. Les effets recherchés, je crois que M. Thieu en a parlé. On consomme très souvent, quand vous interrogez les jeunes, ils vont dire recherche de performance intellectuelle. C'est pour être intelligent. Oui. C'est pour avoir une performance sexuelle. C'est pour avoir une performance au niveau du sport. Et là encore, il y a une forte consommation au niveau du sport. Et c'est pour oublier les soucis. C'est pour sciencer, c'est pour planer. Voilà. C'est pour réduire la fatigue, c'est pour être insensible. Donc, généralement, ce sont les effets recherchés. Mais ce qui se passe, c'est que quand on consomme la drogue, cela va conduire à une hyperactivité. Je crois qu'on va revenir dessus. OK. Donc, j'aboutis directement aux conséquences de la consommation. 3 principales conséquences au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé physique et au niveau de la santé sociale. Monsieur Bakary, vous avez exactement 1 minute. 1 minute? Oui. Ça passe vite. Oui. Bon, d'accord. OK. Principalement au niveau du cerveau. Le cerveau est composé de tronc cérébral qui permet de gérer les organes vitaux, du cortex cérébral et du système limbique. Système limbique, c'est ce qui gère le plaisir. Le cortex cérébral, c'est la plus grande partie du cerveau qui permet de penser, de réfléchir. Et comme on l'a dit déjà, le cerveau atteint sa maturité au plus à 25 ans. Donc, consommer les substances avant cet âge-là, vous voyez les conséquences que ça peut avoir. Et au niveau physique, on le sait, les substances agissent sur différents organes. Et les études ont montré que c'est dans les fumoirs que certaines maladies ont un taux de prévalence plus élevé, c'est-à-dire la tuberculose, l'hépatite et le VIH. Et au niveau social, on est sans ignorer que lorsqu'il y a un consommateur de drogue dans la famille se met en branle. Il y a une désorganisation, une déstructuration de la famille. Dès que l'individu arrive, chacun cherche son portable, chacun cherche son portefeuille.
parce que ça crée une nouvelle dynamique dans la société, dans la famille. Pour terminer, je veux dire que ça nécessite l'implication de tous, c'est-à-dire l'implication de la famille, l'implication des différentes structures, l'implication de nos États. La consommation de drogue commence dans la famille et se termine dans la famille. Je vous remercie. Merci, M. Bakary Ouattara. Désolé, il faut vraiment être carré sur le temps, ce qui est important. Et grâce à M. Thieu, on a pu quand même respecter. Merci, merci. Il y a une minute, c'est pas grave, c'est bon. Ouais. C'est bon, vous avez pu gérer, ça va. Ok, d'accord. Applaudissez pour nos différents panélistes, s'il vous plaît. On va continuer le panel avec notre troisième panéliste, notre troisième intervenant. Il est écrivain depuis 2017, auteur du livre Charles, Le chant des sirènes. C'est son tout premier livre publié à Abidjan ici. Il est toujours en pleine élaboration de son deuxième livre depuis 2021. Il espère sortir cette année et publier cela depuis cette année 2025. Monsieur Zoué Bilal, puisque c'est de lui qu'il s'agit, professionnellement Chabani, c'est-à-dire expérimenté. Bon professeur aussi, il a barré et a occupé des fonctions comme libraire à Descartes, ici en Côte d'Ivoire. Après, il a été gérant de supermarché, maître chantier et maître magasinier. Il a été directeur marketing, professeur de français au Liban, professeur d'EPS, c'est-à-dire éducation physique et sportive, surveillant général CPE au Liban. C'est pas Bogatia qui est là. C'est pas Roya qui est là. Recevez avec moi monsieur Zoé qui va intervenir. Et lui, il va nous donner, il va parler de son témoignage personnel en tant qu'ancien toxicomane. Il va montrer les dangers réels de la drogue à travers son expérience. Et en 15 minutes, on va laisser la parole à M. Zoué. Et lui, son sous-thème, c'est l'expérience personnelle sur les dangers de la drogue. Exact. Merci. Bon, les 6 minutes de mon frère Thuo, je les prends. Hein. Voilà. Bonjour et merci à tous d'être venus parce que aussi je remercie le CERAP. J'ai pas l'habitude de trop parler. Eux, c'est des professeurs, ils sont habitués. Mais moi, je ne suis pas trop habitué. Mais en tout cas, je remercie beaucoup ce genre d'action parce que tout ce qui concerne la justice, la paix et ce genre d'action, c'est ce qui fait progresser l'humanité. Bon, bref. En fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre. Je suis né à Diaké, à côté d'Aboisseau, et mes frères, 4 sœurs, ils sont tous arrivés à l'université, ils sont connus ici, la famille Blal, ils ont des doctorats, des licences, Moi, depuis que je suis petit, j'ai fait des mauvais choix. J'ai voulu fumer une cigarette, j'ai voulu avoir des amis la nuit, j'ai voulu avoir une copine, j'ai voulu boire de la bière, j'ai voulu fumer du cannabis. Et progressivement, cette vie-là, j'avais arrêté l'école, ça m'a amené, finalement, au fil du temps, à être dépendant d'une drogue qu'on appelle héroïne. Et ça a duré près de 25 ans. 25 ans, j'ai été esclave de l'héroïne. C'est pour ça que j'ai écrit. Pourquoi je l'ai écrit? Parce que ce livre, c'est une souffrance. Ce n'est pas ma souffrance. Et ce n'est pas ma vie qui est importante. C'est ce que j'ai écrit qui est important. C'est le message. Et je vous le dis en parenthèse que j'ai écrit, ce n'est pas à but lucratif. Je ne gagne rien dans ce livre. C'est de tout mon cœur. Tellement qu'on avait souffert, moi et tous les toxicos avec lesquels je vivais, tellement qu'on avait découvert qu'on était dans un esclavage, mais incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que cette drogue? Parce que nous, on a consommé le cannabis, on a consommé beaucoup de drogues. Mais quand on est arrivé à l'héroïne, on s'est rendu compte que c'était quelque chose, mais d'une autre dimension. Et c'est pour ça que, petit à petit, depuis 1993, je me suis mis dans la tête que j'allais écrire un message pour l'humanité. Et je l'ai écrit. Et ça, c'est un film. Si vous le lisez, vous allez voir la réalité de ce que c'est que la toxicomanie. Si votre fils
consomme de l'héroïne, et bien sûr la cocaïne va en même temps, c'est son ami, ils marchent ensemble. Mais toute la vie, votre fils va en souffrir, toute sa famille va en souffrir, toute la communauté, son environnement va en souffrir. J'ai consommé le cannabis, j'ai expliqué. Je suis quelqu'un, j'ai pas trop les termes techniques comme le docteur Ouattara et Thuo, mais j'explique terre à terre. En ce moment, je fais beaucoup de conférences dans les établissements universitaires et scolaires. Et quand j'arrive, parfois, la proviseure me dit, excusez-nous, parce que nos élèves, ils sont très turbulents, mais je vous assure que lorsque je me mets à leur expliquer la vie que j'ai menée, le danger réel de la drogue, même un bruit qui tombe par terre, vous l'entendez. Et pendant 1h30, ça fait plus de 30 conférences. Personne n'a osé faire du bruit dans la salle, tellement ils ont compris. C'est pour ça que je vous dis que ça, c'est un film. Une fois que vous commencez à le lire, vous entrez, vous êtes par excellence le spectateur et par excellence le deuxième héros de l'histoire qui va marcher avec moi, Charles. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que la toxicomanie est difficile. Pourquoi est-ce que s'en sortir, c'est difficile. Si j'ai appelé ce livre Le chant des sirènes, vous connaissez la mythologie grecque Ulysse. Ulysse, dans le temps avant, sur la mer, il y avait des sirènes qui chantaient. Ici on dit Mamiwata. Et quiconque entend le bruit des sirènes, c'est fini. Il est complètement ensorcelé et il ne revient plus à la vie normale. Et je suis sûr que l'héroïne, c'est le chant des sirènes. Parce que je vais vous dire, puisqu'on me dit de témoigner, je vais vous faire un petit résumé. Au début, j'avais besoin de 2000 francs par jour. Je payais ma poutre, l'héroïne. Ils appellent ça non, pour ne pas que vous sachiez que c'est l'héroïne. Et après 2 semaines, j'ai besoin de 4000 par jour. Et après 1 mois, j'ai besoin de 6000 par jour. Moi, j'ai un salaire dans le temps de 200 000. Et j'ai 2 enfants, mon épouse, et j'ai ma maison, je paye le loyer. Et il arrive un moment où j'ai besoin de 40 000 par jour. Parce que vous savez, le corps en demande, je ne sais pas comment on dit ça déjà. Mais 40 000 en 10 jours, ça fait 400 000. Donc en 5 jours, mon salaire est parti. Et je travaillais dans la librairie de mon frère. J'étais le gérant de la librairie des cartes à Grand Bassam. Donc j'ai commencé à voler de l'argent dans la caisse. Et quand je dis voler de l'argent, ce n'est pas 200 000, c'est 2 millions par mois. Alors que moi, mon salaire, c'était 200 000. Il arrive un moment où mon frère se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a commencé à accuser tous les gens qui travaillent. J'ai dit non, c'est moi. Il m'a dit comment ça? J'ai dit voilà, l'histoire c'est comme ça. Il m'a dit mais tu arrêtes? J'ai dit je ne peux pas arrêter. À ce moment que j'ai arrêté, ça c'est entre parenthèses. Mais le manque que l'héroïne vous donne, je peux écrire un livre de 1000 pages pour vous expliquer ce manque-là. C'est toutes les maladies du monde. Et le manque psychique. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle, j'ai arrêté depuis 2020. Jusqu'aujourd'hui, le chant de la sirène, il est dans ma tête. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, je marche avec la béquille de la prudence, jusqu'aujourd'hui. Mais bref, j'avais besoin de 400 000. Et finalement, mon frère m'a dit, écoute, tu ne travailles plus parce que tu es en train de me voler. J'ai commencé à tout vendre. Ma télévision, mon frigidaire, mon lit, les chaises, la table, tout, ma voiture et mes enfants. Ma femme, je lui ai dit, tu vas chez tes parents, j'ai des problèmes, on va régler ça après. Et je me suis retrouvé 6 mois de loyer, je n'ai pas payé l'électricité et tout. Mes enfants, heureusement que mon grand frère les a pris, et je me suis retrouvé dans la rue. Et là, j'ai commencé à dormir où? Chez mes amis, toxico à Trècheville, à Djamé. Et chaque jour, tous les toxicos qui viennent, je me suis rendu compte que nous, on avait le même style de vie. Chacun venait pour savoir comment, quel plan il allait faire pour avoir sa dose. Et il fallait voler, il fallait mentir, escroquer. J'ai escroqué tous les gens qui étaient escroquables. Et finalement, je ne pouvais plus. J'ai volé des magasins de vidéos, j'ai volé pour aller vendre dans les marchés de Yopougon, de Trècheville, de Koumassi. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, j'ai pris une arme avec mon ami, on m'avait braqué. Et aujourd'hui, moi qui vous parle, j'ai été condamné en 1994 à 20 ans de prison pour braquage à main armée, association de malfaiteurs, réunion de nuit. J'ai fait 2 ans, on est passé en appel. Il y avait une juge qui était tellement compréhensive,
Je ne sais plus comment elle s'appelait, parce qu'on avait expliqué à la juge, l'avocat, que nous sommes des toxicos, on était obligés de voler et tout ça. On nous a libérés après 2 ans, avec bien sûr des conditions, voilà, qu'il fallait, bon. Donc c'est pour vous dire, ce n'est pas ma vie à moi, c'est la vie de tous ceux qui touchent à l'héroïne. Parce qu'au début, ma famille me disait, mais toi, le petit frère, mais tu es trop faible. Je dis, c'est vrai, je suis faible, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je me suis rendu compte au fil des années que tous mes amis, américains, hollandais, français, ivoiriens, tous ont volé. Il y en a la majorité en France qui ont braqué. Il y en a qui ont vendu leur société. Donc, c'est pour vous dire le chant de la sirène. Et ici à Abidjan, c'est dans les années, attention, 80. Ça fait combien d'années? Ça fait 45 ans que l'héroïne sévit ici à Abidjan. C'est pour vous dire, voilà juste le témoignage que je peux vous faire. J'ai écrit sur le cannabis. Le cannabis, c'est une drogue, tout le monde, malheureusement, a accès. Mais c'est une drogue, j'expliquais à mon frère, le docteur Ouattara, qui a des méfaits, mais incroyables. En un mot, le cannabis t'envoie à l'asile psychiatrique. Parce que le cannabis, c'est une drogue qui vaut, comment on dit ça déjà, hypnotise. Chaque jour que vous la fumez, elle vous fait rentrer dans un esprit de mystère. Vous commencez à réfléchir sur Dieu, la création, et comme nous, notre cerveau n'est pas encore prêt à recevoir ces données-là, on n'a pas de réponse, donc on rentre en profondeur dans tout ce qui est mystère, et puis on se coupe de la réalité. Aujourd'hui, si vous allez dans les asiles en Europe, à Bingerville, vous allez voir qu'il y a plein de jeunes qui sont déconnectés de la réalité parce qu'ils ont abusé du cannabis. Et le cannabis, malheureusement, les jeunes pensent que ça les rend plus intelligents alors que ça les limite, tout simplement. Et j'ai expliqué toutes les drogues que j'ai consommées, je les ai expliquées, mais moi, ma façon d'expliquer, c'est plutôt terre à terre. Comme dans les lycées, c'est comme un père qui parle à ses enfants. Voilà. Et au Liban, j'ai fait avec des PowerPoint. Je me suis rendu compte que les élèves, les statistiques, tout ça. Voilà. Et donc, quand je leur parle, je dis, écoutez-moi, ne vous droguez jamais. Parce que ce qui est dommage, c'est que même à l'université, moi j'ai déjà vu des filles à la faculté de médecine, 3e année, 5e année, elles sont devenues des épaves. Ça me fait pleurer jusqu'aujourd'hui. 3 lycéennes à Cocody, à la Cité des Arts, qui ont été blaguées par un jeune qu'on aimait bien, qui se droguait à l'héroïne, mais il a besoin de faire tomber des gens qui ont de l'argent pour que ces gens-là lui payent sa dose aussi. Quand il va leur dire chacune, j'ai besoin de 10 000, alors qu'en fait, il a besoin de 5 000. Donc pour lui, 3 personnes, ça lui fait 15 000. Il a fait tomber. Mais c'est ça le danger, en fait, c'est que cette drogue-là, c'est pas vous qui choisissez d'aller l'acheter. C'est toujours quelqu'un que vous aimez bien, un ami, une amie, des amis, des potes, l'ambiance, c'est ça. Un jour, ils vont vous blaguer. Non, mais tu peux prendre ça pour étudier, tout ça. Et puis, une fois que vous prenez cette poudre-là, une fois vous avez pris la 2e fois, c'est fini. Vous êtes condamné. Condamné à perpétuité. Parce que pour s'en sortir, et je ne vous ai pas dit, j'ai fait la prison et tout ça, mais je suis allé en Italie, dans un centre. Je suis allé en France, dans un centre. Et mon dernier centre, c'était au Liban. Pour vous dire combien de fois j'ai tenté, combien de fois j'ai brûlé les chaînes, combien de fois j'étais clean. Vous me suivez? Voilà. Et juste, j'ai encore 2 minutes, non? Plus les 6 minutes, ça fait 7. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, M. Thio, j'ai appelé ça le chant des sirènes. Vous savez, lorsque je suis sorti de prison, mais déjà, j'avais tellement souffert, parce que mes enfants, je les ai perdus dans le temps. Mon épouse, ma famille, mes amis, personne n'avait confiance en moi. Mais j'ai humilié tout le monde, ma famille. Je suis sorti dans Ivoire Soir, dans Fraternité Matin. Je suis arrivé à quand je suis sorti de prison, j'ai travaillé. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un jeune qui est venu me présenter? Il m'a dit, vieux père, mais toi tu es mon vieux père à Cocody, je te connais. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, bon, j'ai un cadeau pour toi. Il m'a donné une cigarette et lui, il a allumé sa cigarette. C'était une cigarette d'héroïne.
Je vais t'expliquer pourquoi c'est le chant des sirènes. Lorsque j'ai senti l'odeur de l'héroïne, j'ai pris la cigarette, j'ai oublié tout ce que j'ai subi. La prison, l'humiliation, toutes les pertes, mes enfants, j'ai tout oublié. Je ne pouvais plus réfléchir, je ne pouvais plus. J'ai pris la cigarette et je l'ai allumée. Et puis c'était reparti. Et ça, c'est l'une des 100 fois où j'ai rechuté comme ça par hypnotisme. J'ai une amie qui a quitté sa famille, 2 filles en France, qui est venue travailler à la Banque mondiale. Il est venu en Côte d'Ivoire juste pour essayer d'oublier sa vie de toxico. Mais un jour, lorsqu'on était assis et que je lui ai montré seulement, je lui ai dit, je sais que toi tu n'es plus dedans, moi malheureusement j'ai rechuté, voilà même la preuve. Mais il m'a pas lâché toute la nuit. La sirène, il m'a attrapé, non, je lui ai dit, mais non, non, juste. Je lui ai donné, il dormait en face d'un caniveau en Koumassi, hein, un Français qui avait les longs cheveux, et chez sa copine qui avait un salon de coiffure. Ça, tout ça, c'est mon témoignage, juste pour vous donner un petit résumé. Normalement, quand on m'a dit j'ai droit à 15 minutes, je me dis non mais c'est pas possible, moi j'ai besoin de 3 heures. Oui, si je vais vous expliquer, mais pour mieux comprendre, ce livre, je vous ai dit que je ne gagne rien dedans. Hein. À chaque moment qu'une personne va acheter ce livre, ça me fera plaisir parce que je me dis qu'il y a une famille peut-être qui sera sauvée. Et j'aimerais tellement que ce soit les parents qui lisent ce livre-là. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, vous savez, ils se croient très intelligents. Nous avons donné une minute, comme le temps est Bon, parti. de toute façon, je vais être bref. Mon témoignage, c'est ça en fait. Et c'est tout ce que j'ai écrit dans le livre. Et puis voilà, je vous remercie. Merci, monsieur. Merci, monsieur Pilar, pour cette magnifique intervention. Votre témoignage nous a vraiment touché, moi surtout. À la fin de l'activité, avant le boucler, moi, je vais vous donner aussi quelques petits trucs parce que, voilà, en tant qu'artiste, on comprend mal les choses. Il est important aussi de donner des informations. Après l'intervention de nos brillants, éminents panélistes, on va passer à la série de questions. Voilà, pour ne pas. Voilà. Comment? Ah, il y a le son? Ok, bon. J'ai une chanson que j'ai faite pour le ministère de la Jeunesse pour les aider dans la lutte contre la drogue et contre, on va dire pour sensibiliser les jeunes sur beaucoup de choses, c'est pas que la drogue. Et bon, si la régie est prête, on va écouter ça. C'est votre petit cadeau. Donc, DJ, vous savez, le son, c'est important. Mais comme c'est, voilà, on n'a pas écrit, c'est une surprise. Vous avez l'occasion d'aller écouter ça sur nos réseaux sociaux. J'ai fait ça spécialement pour aider le ministère de la Jeunesse dans la communication et pour sensibiliser les petits frères. Parce que nous, en tant qu'artistes, et moi aussi, travaillant avec les enfants de la rue, j'essaie de les aider comme je peux. Et j'ai été aussi, j'ai eu des propositions de, voilà, on dit un gars filmé dedans. Voilà, Dieu aussi scène pour Dieu full. J'ai eu la grâce, je veux dire c'est la grâce de Dieu, de ne jamais toucher à l'alcool ni à la drogue. C'est une grâce de Dieu. C'est pas parce que je suis trop forte. Voilà, c'est une grâce de Dieu. Voilà, contrairement à ce qu'on pense, c'est vrai, j'utilise un langage qui est un peu mal vu et dont on essaie de redonner l'image, mais j'ai jamais touché à la drogue, ni à l'alcool, ni à la cigarette. Et j'aimerais bénir le nom de Dieu pour ça, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et donc, je ne jugerai pas ceux qui le font, je vais dire à nous d'aider nos jeunes à éviter cela, c'est-à-dire en étant des modèles. Voilà, donc on essaie d'être des modèles pour nous jeunes. Tu peux parler de J, comme moi je le fais. J'ai été à l'école, Dieu m'a fait la grâce d'arriver jusqu'à l'université. Et puis, j'ai appris à parler le langage Nushi, mais ça ne m'empêche pas de m'exprimer en français, ça ne m'empêche pas d'éviter des choses. J'ai eu des propositions, j'ai été avec un vieux père qui fumait la cocaïne, c'est ma première fois de voir ça en Suisse. Et moi, je partais le voir naturellement. Et lui aussi, son nom est Yagban. Donc, ça ne m'a pas interpellé au début, mais après, on dit, ah, quelqu'un m'a dit son nom peut mettre bon dessus. Ça veut dire, il en est fier. Mais c'est mon coron. Et un jour, il y a un véhicule, on a pris un hitch pour nous déposer, et c'est lui qui devait me déposer à la maison. On arrive dans sa maison, on dit, non, il faut attendre. Je rentre dans sa cuisine, je vois un truc bleu, poutre, et le chauffeur qui doit me déposer là. Il est pour. Le vieux il a sniffé un truc là. Il a dit, tout la famille, il a tout fait, et puis il sait un peu. Donc, il les a petits qui le respectaient bien. Il a vu, il a pris un peu.
Le chauffeur là, petit gars, c'est qui là, ce niveau qu'on a? On doit avoir des FAO. Il faut les voir. On dit que non, je veux encore, s'il te plaît, donne-moi. S'il te plaît. C'est comme si c'était chaud. Ah, pardon, s'il te plaît, je t'ai pris. Ah, viens, qui va me déposer en piste là? On dit, ça me revient. Hein? On dit là, il ne sait pas où il est. Donc, c'est le seul chauffeur. Il n'y a pas de véhicule à une certaine en Suisse. Et puis même les trams n'étaient. Donc, il fallait aller. Il m'a dit, le vieux père venu nous accompagner. Pour aller chercher ça la nuit là. Donc, ils sont dans la voiture, le chauffeur, il dit, oh, tu m'envoies ici. Donc, il m'a déposé à New. Depuis ce jour, j'ai coupé avec le vieux père. Parce que souvent, il me disait de me donner le rendez-vous près d'une salle qu'on s'arrête. C'est après qu'on m'a dit, là où tu t'arrêtais là, c'est là-bas qu'ils viennent faire acheter la drogue. Et souvent, les policiers, les gourmands suisses venaient arrêter des gens. Donc, Dieu m'a sauvé. Donc, j'ai coupé avec lui, pas parce qu'il ne l'aimait pas. Et le gars, quand il finit de s'aimer Gaze là, il n'a pas vu le mot de s'aimer par d'une manière, il prend le coco chaque seconde. C'est-à-dire, il m'appelle, il m'appelle à 20h. Il cause 20h, il m'appelle. Et puis, il prend le coco, 22h03, il cause. Il y a un moment, il a aussi de mon téléphone. J'ai vu que c'était chaud. Et donc, le témoignage de M. Bilal, vraiment, ça m'a touché et pas donné à tout le monde de s'arrêter là, et de parler de sa vie, de son expérience. Et généralement, nos enfants, l'expérience, en plus de nos spécialistes, ça parle encore plus. Donc, je ne vais pas m'éterniser, ce n'est pas mon concert, ce n'est pas moi la panéliste.